Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire portant sur l'ABC de la biomécanique en prévention des blessures pour les massothérapeutes. Mon nom est Xavier Jutras. Initialement, le webinaire a eu lieu le 31 mai. Par contre, à ma demande, mon Réseau Plus a accepté de me laisser faire un voice-over du webinaire que j'avais donné, étant donné que je trouvais pas que je n'étais pas satisfait du résultat, donc j'ai décidé de refaire quelques diapositives et j'ai décidé de juste, dans le fond, refaire tout l'audio. Sachez pour ceux qui ont posé des questions que vos questions ne sont pas ignorées, vos questions sont à la fin. J'ai gardé les mêmes intactes, donc vous pourrez les consulter à la fin, il n'y aura pas de problème, même qu'il y aura un document Word téléchargeable. Je ne sais pas où est-ce que mon Réseau Plus va vous le placer, mais en tout cas, ça va être très facilement identifiable et vous pourrez le télécharger. Le format va être le même. Il y a plus de diapositives que dans la présentation du 31 mai. C'est vraiment plus chargé. Et c'est pour ça aussi que je vais passer un peu moins de temps sur certaines diapositives où est-ce que j'avais perdu, selon moi, un peu trop de temps le 31 mai, notamment au niveau des tableaux et des chiffres. Là, ça va être, vous pourrez toujours le lire dans le confort de votre salon, il n'y aura pas de problème. Pas que c'est pas des infos importantes, mais c'est juste que dans une heure et quart, c'est peut-être pas les premières informations qui auraient dû apparaître. Alors, on va passer rapidement pour tout ce qui n'est pas le contenu pratico-pratique. Je vais essayer quand même de passer vite. Je l'ai fait. Les diapositives sont beaucoup plus visuelles que le 31 mai, selon moi. Euh, mais qu'est-ce que ça va permettre, en gros, c'est que je vais pouvoir passer moins de temps par diapositive parce que de toute façon, ça va être facilement consultable par la suite. Alors, rapidement, qui je suis? Je suis kinésiologue depuis 2005, massothérapeute depuis 2015. Pour ceux qui le savent déjà, je rédige déjà des articles pour le blog Mon Réseau Plus. Je suis coach de tennis et je serai pour les besoins de la cause, je serai mannequin d'un jour. À qui ça s'adresse surtout ce webinaire? Si vous gravitez dans le domaine des thérapies manuelles, vous êtes à la bonne place. Si vous vous êtes déjà blessé, puis que vous voulez prévenir certaines blessures, vous êtes à la bonne place. Si vous vous êtes jamais blessé, mais que vous voulez prévenir, c'est pour vous également. Et si vous êtes déjà blessé et que vous voulez savoir quoi faire, c'est également pour vous. Euh, les objectifs. Là, j'ai marqué la biomécanique, la pointe de l'iceberg. J'aimerais, à la fin de ce webinaire, vous convaincre que la biomécanique, c'est, oui, important, mais c'est vraiment juste une petite partie d'un grand tout. Euh, c'est pas en ayant des connaissances parfaites en biomécanique que vous allez devenir des génies de la posture, par exemple. Alors, ça va passer via la pratique. Alors, la biomécanique, voyez-le comme l'aspect connaissance qui permet de prendre des bonnes décisions, mais ça va pas plus loin que ça. On va voir un peu plus en détail tantôt, mais gardez en tête que tout ce qui est biomécanique, c'est vraiment au niveau des connaissances. Après ça, il faut appliquer les connaissances si on veut que ça serve à quelque chose. À la fin de ce webinaire, si je fais ma job, normalement, ces trois éléments-là devraient déjà être mieux. Vous aurez une meilleure compréhension de la biomécanique, vous aurez une meilleure vue d'ensemble, que ce soit pour vous ou pour vos clients, sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation ou celle de votre client. Et également, vous serez meilleur pour appliquer le gros bon sens. En une seule diapositive, s'il y a des gens très pressés ou qui finalement ont juste pas le temps de tout écouter, tout est relié à l'apprentissage et à l'adaptation et la répétition devient la clé. Alors, par apprentissage, je parle évidemment de l'apprentissage moteur. À noter que tant au niveau du mouvement qu'au niveau de la posture, les deux sont issus d'un apprentissage moteur. Et si vous voulez changer un ou l'autre, ça devra passer par de la répétition. Alors, aux gens pressés, je vous dis à la prochaine. Pour les autres, on continue. Le plan de match aujourd'hui, biomécanique versus apprentissage moteur. Ensuite, on va voir 9 principes de base, suivis d'une histoire de cas bien rapide, juste pour vous faire réfléchir un peu. Ensuite, on va voir les blessures fréquentes chez le massothérapeute et on va voir des exercices correctifs qui sont spécifiques à ces blessures-là. Ensuite, il y aura une période de questions. La période de questions est déjà faite en tant que telle. Alors, j'ai écrit les questions à la fin tout simplement qui ont eu lieu le 31 mai. Et si j'ai le temps, j'y répondrai à l'oral. Sinon, les réponses sont déjà écrites dans le document Word qui est téléchargeable en fin de document ou à côté. Je ne sais pas encore, comme je vous dis, où est-ce que mon réseau plus va décider de le placer. Au niveau de l'apprentissage moteur, il y a 3 étapes. Nouveau mouvement, conscient, inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je parle d'un nouveau mouvement, je parle d'à partir d'une page blanche. Un enfant n'a pas tout vu, alors quand il apprend un nouveau mouvement, il part d'une feuille vierge et il tente de faire le mouvement qu'on lui demande de faire ou il tente de faire le mouvement qu'il est en train de voir puis qu'il essaie d'imiter.
Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'au début, il est un peu gauche, il y a un peu de misère. Il essaie de, je veux pas dire pas relativiser le mot, mais il essaie de comprendre le mouvement, de rationaliser le mouvement, désolé, et ça devient à ce moment-là au niveau conscient. Quand c'est au niveau conscient, c'est difficile d'avoir un bon geste efficace parce que dans le fond, on est en mode où est-ce qu'on essaie de comprendre quel muscle doit forcer quand, puis notre focus n'est pas à la bonne place, mais de toute façon, c'est correct, il faut passer par là. Et à force de répéter, on tombe à l'étape numéro 3, qui est celle de l'inconscient. Alors, quand on marche, on n'a pas besoin de réfléchir à avancer un pied devant l'autre. C'est déjà intégré à nos patrons moteurs, puis on n'a plus à se poser la question. Même chose avec le vélo, même chose avec, on va dire, si vous jouez au tennis depuis longtemps, même si vous ne touchez pas une raquette pendant 4 ans, vous allez pas partir de zéro quand vous allez recommencer. Vous allez avoir sensiblement le même mouvement. Maintenant, un nouveau mouvement chez l'adulte. C'est quoi la différence? La différence, c'est que, imaginez que vous avez une nouvelle tâche à accomplir. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez estimer la tâche que vous avez à faire. Exemple, vous n'avez jamais joué au tennis et vous décidez de frapper une balle, puis là, vous avez vu 2, 3 personnes frapper à la TV. Vous allez essayer de l'imiter. Donc, mais qu'est-ce que vous allez faire initialement? C'est que vous allez essayer d'évaluer c'est quoi le mouvement de la personne et vous allez essayer de le recréer. Par contre, comment vous allez procéder pour arriver à un geste qui a l'air de quelque chose? C'est que vous allez vous fier sur vos connaissances actuelles étant l'ensemble des mouvements que vous avez appris dans la vie de tous les jours, d'où les grenouilles en bas avec les bagages, c'est que vous allez piger dans le sac à bagages pour faire un nouveau mouvement. Contrairement à l'enfant tantôt qui lui partait d'une feuille vierge, lui il avait pas de préjugés si on veut, il prenait rien pour acquis, il n'y a rien d'acquis. Ça va bien pour lui. C'est ce qui leur permet d'apprendre aussi rapidement d'ailleurs. Alors que nous, on est pris avec nos connaissances actuelles, par exemple en biomécanique, on a, quand je marque similarité, les similarités, je parle en fait de les similarités de mouvement avec qu'est-ce qu'on a déjà fait. Par exemple, je reviens avec le tennis. Si je suis un gars de badminton, j'ai jamais joué au tennis de ma vie, il y a des bonnes chances, étant donné qu'au badminton, on donne des coups de poignet pour frapper avec le volant. Il y a des très bonnes chances que je vais vouloir donner des coups de poignet avec la balle, sur la balle, quand je suis en train de jouer au tennis, alors que je ne devrais pas, là, pour faire un mini cours rapide, là, au badminton, oui, il faut fouetter. Au tennis, dépendant des shots, on va pas toujours fouetter, c'est pas toujours souhaitable. Alors, je vais peut-être éventuellement développer des mauvais plis si je suis un joueur de badminton et qu'on me montre à jouer au tennis. Puis avant de plus donner de coups de poignet, ça peut être long parce que dans le fond, c'est tellement imprégné dans mon cerveau, ce mouvement-là, le mouvement de badminton, que je vais avoir de la difficulté à ne pas l'appliquer au tennis étant donné que c'est sensiblement la même tâche. Par feedback interne et externe, qu'est-ce que j'entends? Le feedback interne, c'est qu'est-ce que je ressens à l'intérieur. Exemple, je ne sais pas si je vous dis qu'au moment de frapper, vous allez devoir sentir vos muscles abdominaux s'activer. Ça, c'est un feedback interne, alors qu'un feedback externe, je vais dire, essaye de frapper de bas en haut. Ou un feedback externe, ça pourrait être de se regarder sur une vidéo, par exemple. Pour apprendre et pour raffiner le mouvement, ça devra passer par la pratique et beaucoup plus de pratique qu'un enfant. Et pourquoi? Parce que, en réalité, je vais revenir ici. Oh, désolé. En réalité, je dois désapprendre le premier mouvement si je veux en apprendre un nouveau. On va le voir plus loin, là, mais en gros, c'est ça. Alors que l'enfant n'a rien à désapprendre. Pour le mouvement qu'on lui demande de faire, il ne sait rien. Fait que lui, il n'a rien à désapprendre en tant que tel, ce qui vient faciliter un peu les choses. Là, je vous montre un petit exemple là, vraiment rapide, là, un apprentissage moteur d'un mouvement complexe versus un changement de stratégie. Ce que vous pouvez voir dans l'image, c'est qu'il y a une balle jaune qui est la réelle balle dans l'histoire, qui est à la hauteur de la flèche rouge qui est à gauche. Je suis en train de frapper la balle relativement haut dans l'image. On peut voir la position de mon bras avec les deux lignes rouges vis-à-vis mon bras. Ce que je veux vous faire réaliser avec ça, là, je ne veux pas trop passer de temps là-dessus, c'est juste que dans le fond, la position de mon coude va affecter la position de mon avant-bras. Et si mon coach m'avait dit non, j'aimerais mieux que tu ailles le bras dans les positions des flèches vertes, donc le coude un peu plus éloigné de mon corps, ça viendrait changer la position de mon avant-bras. Et exemple, si mon coach me disait frappe la balle bleue, ben là, à ce moment-là, il faudrait probablement que, bon, pour frapper la balle à cette hauteur-là, il ne faudrait pas que je sois placé au même endroit sur le terrain, il faudrait que j'avance un peu, d'où les flèches turquoises en bas.
Et la flèche verte vers la droite, que vous voyez en bas de mes pieds, signifierait juste que je devrais m'éloigner un peu pour avoir les bras un peu plus loin du corps pour frapper une balle plus efficace. Alors, c'est pas si simple pour moi. Mettons que ça fait 2000 balles que je frappe comme la balle que vous voyez en jaune. Si on m'apprend qu'en réalité, le bon coup à faire, c'est de frapper la balle bleue, ben ça va être compliqué pour moi là, de changer ça parce qu'il y a il y a une prise de décision qui se fait en une fraction de seconde. Quand la balle vient vers moi, il y a des mauvais patterns qui sont ancrés dans mon cerveau, puis je vais devoir les désapprendre ou les ignorer. Dans le fond, mes conclusions, je vais devoir les ignorer, puis croire aveuglément, par exemple, mon coach, pour éventuellement, après des centaines de balles, arriver à un changement de comportement ou un changement de mouvement ou un changement de prise de décision, puis il faut que ça devienne automatique. Il n'y a pas de secret, il faut que ça passe par la répétition. Alors, comme je vous disais tantôt, pour l'apprentissage moteur d'une nouvelle stratégie, on a notre mouvement existant à l'étape 1, qui est au niveau inconscient, on n'y pense plus, on l'a tellement fait souvent qu'il est rendu inconscient. On doit reconscientiser la tâche qu'on est en train de faire avec le correctif qui est apporté par le coach, par une vidéo, par ce que vous voudrez. Qu'est-ce que, tu sais, ça peut être le coach, peut être vous-même. Vous pouvez décider que je vais essayer de frapper plus bas, mais ça devient ça votre nouvelle tâche. Là. Ça ne veut pas dire que ça va être mieux, c'est juste, c'est ça la nouvelle tâche que vous essayez de faire. Ça devra passer par le niveau conscient si on veut pouvoir le ramener à l'inconscient. À l'étape 3, on pratique, on pratique, on pratique. C'est quoi le but? On vient reprogrammer le mouvement en tant que tel. Et à l'étape 4, j'ai marqué, on évite le plus possible le vieux patron moteur. Le vieux patron moteur, ça serait la balle jaune que je veux plus frapper à cette hauteur-là. Si j'en frappe de temps en temps, rien que pour le fun, juste pour dire, ou peu importe les excuses que vous allez pouvoir trouver, vous allez vous nuire. Parce que qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez non seulement créer de la confusion avec deux gestes différents, mais en plus, vous allez moins être en mesure d'oublier ce mauvais mouvement-là, ce qui fait que, notamment dans les situations plus stressantes, vous allez revenir à vos vieux patterns. Alors, d'où l'importance de toujours, quand vous décidez de changer un mouvement, forcez-vous tout le temps. Puis si vous êtes plus concentré, vous êtes plus capable de vous appliquer à la tâche, arrêtez tout simplement. Puis recommencez le lendemain, il n'y a pas de problème. Mais essayez de ne pas garder le mauvais pattern dans votre arsenal. Le bon vieux use it or lose it, on l'utilise à notre avantage. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de neurones ici, de chemins neuronaux. Alors le principe est simple, si je fais le même mouvement à plusieurs reprises, le chemin qui va être emprunté par deux neurones, par exemple, la connexion qui va se faire entre deux neurones, le chemin va se renforcer étant donné que je vais l'utiliser souvent. Si je ne l'utilise pas souvent, il va pas se détériorer, mais un peu si on veut, il va finir par être désuet parce que le cerveau il comprend qu'il n'y en a pas de besoin tant que ça. Désolé. Le bon vieux practice makes perfect. Pourquoi je le barre en réalité, c'est que je suis pas d'accord avec ça. Si, avec qu'est-ce qu'on vient de voir, le practice makes perfect, ça voudrait dire que tout ce que j'aurais à faire appliqué au massothérapeute, ce serait de masser de nombreuses heures, puis qu'à un moment donné, tout se placerait et tout irait bien. C'est pas vraiment de même que ça se passe. Au contraire, vous allez développer des mauvais patterns si vous pensez comme ça. À la place, ce que je vous suggère, c'est d'y aller avec le mojo Perfect practice makes perfect. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que quand vous pratiquez, vous vous arrangez pour être parfait. Si vous pratiquez un mouvement parfait, vous serez parfait. Simple de même. Quantité plus grande que qualité. Alors, je sais qu'on entend souvent comme la qualité est plus importante que la quantité. C'est pas faux, mais ça manque de nuances. Parfois, la quantité est meilleure que la qualité. Je vous donne le meilleur exemple pour ça. Si, on va dire, appliquant la massothérapie, qu'est-ce qui est vraiment important, qui est comme une valeur universelle, ça serait d'avoir les épaules basses quand on masse. Alors, si j'ai les épaules basses, puis que je fais peu de quantité, on va dire que je fais 3 minutes d'épaules basses en même temps que je masse, mais vraiment la meilleure qualité. Là. Vous n'avez jamais vu des épaules basses de même, tout va bien. C'est bien plate, mais vous n'obtiendrez pas de la qualité en bout de ligne. Vous allez juste obtenir 3 minutes de pratique avec la bonne position. Mais c'est pas suffisant pour apprendre un mouvement. Et puis c'est là que je veux dire que qualité n'est pas nécessairement plus grande que quantité à ce moment-là. Les deux sont importants au final. Alors, quand la quantité est plus grande que la qualité, on parle d'apprentissage. C'est dans ce scénario-là, du moins, que la quantité est plus importante que la qualité. Si vous mettez beaucoup de quantité, vous allez apprendre qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Tout simplement. Et quand la qualité est plus... dans le fond, à quel niveau la qualité est plus importante que la quantité? C'est quand on veut obtenir de la qualité.
Alors, un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas juste faire la qualité puis pas mettre de temps dedans, puis vous ne pouvez pas mettre de la mauvaise qualité puis mettre beaucoup de quantité. Ce qui fait que vous avez besoin des deux. Et puis rappelez-vous-en, le but c'est vraiment, puis c'est juste logique, si vous vous pratiquez beaucoup avec le bon mouvement, vous aurez le bon mouvement, puis il n'y a pas d'autre façon d'arriver à ça. Les principes de base, il y en a 9, je vais quand même passer rapidement là-dessus parce qu'il y a beaucoup de stock plus loin. Une bonne posture, c'est quoi? Une bonne posture, c'est une posture qui va distribuer les forces adéquatement. En fonction, dans le fond, en fonction des articulations qui seront en jeu pour un mouvement donné, les plus fortes devront subir les plus gros stress, les moins fortes devront subir moins de stress. Puis généralement, ça va tenir compte aussi de vos douleurs. Si quelqu'un, exemple, a mal au bas du dos, sa posture va peut-être différer d'une personne qui n'a pas mal au bas du dos. Puis la façon de se placer à ce moment-là va être de mettre un peu moins de stress sur les articulations au niveau du dos pour la personne qui a mal. Alors que si une personne avait mal, je sais pas moi, au genou, mais là, il pourrait développer certaines stratégies où est-ce que son genou serait moins mis à contribution. Ensuite de ça, une bonne posture, un bon potentiel de surcharge, c'est très simple. Ça veut dire que si vous voulez augmenter la charge, si appliqué au massothérapeute, ça voudrait dire si vous voulez peser plus fort, si vous avez la bonne posture, vous n'aurez pas à changer de position soudainement. Parce que vous allez avoir la bonne posture, parce que les forces seront bien distribuées, c'est super simple, vous avez juste à peser plus fort, puis ça va peser plus fort. Puis vous n'aurez pas plus mal en tant que tel. Principe numéro 2, plus les forces requises sont grandes, plus c'est pertinent de considérer la posture. Appliqué à la massothérapie, c'est très simple. Moins j'ai à peser, moins j'ai à considérer la posture. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, ça veut juste dire que c'est un peu moins important. Si j'ai à peser plus fort, c'est là que c'est vraiment évident que je dois avoir une posture top-notch. Sinon, je vais payer le prix à quelque part. Pour vous donner un exemple non appliqué à la massothérapie, imaginez que vous faites un squat qui consiste à, on va dire, vous avez une barre sur les épaules, puis là, vous devez vous pencher. Ben, pas vous pencher, mais vous devez comme descendre les fesses le plus proche possible du sol puis remonter. Plus la charge est lourde, moins vous allez pouvoir faire de niaiseries puis de prendre des chemins détournés pour arriver à bon port. Alors que si j'ai pas de poids du tout, mais que je dois comme descendre les fesses le plus près possible du sol, je peux le faire de plein de façons différentes parce que j'ai pas vraiment de surcharge. Fait que je peux me tourner le dos, je peux regarder derrière moi en même temps, puis j'aurai pas de problème. Mais si j'ai un poids de 200-300 livres sur les épaules puis que je me tourne le dos, indice, essayez pas ça. Ça pourrait vous amener de fâcheuses répercussions. Alors, le principe numéro 3, vous n'avez probablement pas besoin de peser aussi fort pour aider vos clients. Là, je vous dis pas de jamais peser fort, je vous dis pas que c'est pas important, il y a des clients qui aiment bien ça. La seule chose que je veux dire par là, c'est que on n'a pas besoin avec l'avancement de la science, on va appeler ça de même. Notamment, je vous invite à aller lire le site Pain Science qui est écrit en bas, painscience.com. C'est en anglais, je sais, mais ça vaut la peine. Sinon, vous pouvez essayer de le traduire avec Google, je sais pas, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Alors, comme je disais, au niveau de la science, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on a, pour enlever un cycle de douleur à quelqu'un, surtout en situation de douleur chronique, idéalement, on ne doit pas passer par de la douleur. Pour les amateurs de trigger point, par exemple, c'est pas obligé de faire mal. Ça devrait pas avoir à faire mal. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de peser si fort pour pouvoir aider un client. Principe numéro 4, le mouvement engendre le mouvement. C'est super simple. Plus vous bougez, plus votre cerveau et votre corps va s'adapter pour être apte à bouger. Et moins vous bougez, moins votre corps est prédisposé à bouger. C'est juste le gros bon sens. Principe numéro 5, les postures qu'on adopte et les mouvements qu'on effectue sont appris. C'est super important de voir ça comme ça parce que ne suffit pas de dire à quelqu'un tiens-toi droit pour qu'il se tienne droit et il suffit pas à quelqu'un de dire frappe de bas en haut pour que la balle passe le filet pour que la balle passe le filet. Il faut se pratiquer et pratiquer et pratiquer. C'est vraiment vraiment important, je le dirai jamais assez. Plus vous répétez, plus vous allez vous améliorer. Principe numéro 6, la gravité ne prend pas congé. Où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est que si vous décidez pour une raison ou pour une autre d'avoir une mauvaise posture, la gravité va vous faire payer tôt ou tard. Donc, rappelez-vous-en, prenez pas pour acquis que parce qu'il n'y a pas de super surcharge que c'est pas grave. Puis là, je veux pas dire que parce que vous avez une mauvaise posture, vous allez nécessairement vous blesser. C'est juste que vous jouez avec le feu. Principe de base numéro 7, il y a plus de façons de mal travailler que de façons de bien travailler. Je reprends mon exemple du squat. Si j'ai une barre de 200 livres sur le dos, ça devient évident comme principe.
Si je veux soulever une charge très lourde, il n'y a pas 36 000 façons de la lever. Il va falloir que je regarde droit devant moi, que là, je la barre sur les épaules, on se rappelle. Je descends mes fesses vers le sol, dans le fond, comme si j'allais m'asseoir, mais je descends encore plus bas. Puis je remonte. Mais je peux pas le faire avec, on va dire, un pied tourné vers l'extérieur, puis mettre la barre un peu croche, un peu plus du côté gauche, puis commencer à plier. Ça marchera pas. Par contre, je pourrais faire toutes sortes de positions improvisées si j'avais pas de poids sur les épaules. C'est là que je vais en venir en disant qu'il y a plus de façons de mal travailler que de bien travailler. Puis pour savoir comment on peut bien travailler, on peut se mettre dans des situations de grande surcharge. À la massothérapie, ça peut s'appliquer. Si vous êtes pour une position donnée, vous ne savez pas trop si c'est une bonne posture, essayez de peser plus fort, par exemple. Si soudainement vous sentez que c'est comme vraiment inconfortable et que ça ne peut pas marcher, il y a des bonnes chances que ça ne soit pas une bonne posture. Principe numéro 8, pour tout mouvement complexe, plusieurs choses peuvent mal aller. On va prendre l'exemple de la scapula, de l'épaule là, et de la scapula. Suffit qu'un muscle ne fonctionne pas. En passant, il y a 17 muscles, si je ne me trompe pas, 17 muscles qui s'attachent à l'omoplate / scapula. Suffit qu'un ou deux soient pas dans le bon timing avec les bons niveaux de tension pour que votre omoplate bouge pas dans le bon plan au bon moment. Puis ça peut vous causer soit de la douleur ou soit des restrictions de mouvement. Alors dans cette optique-là, imaginez, on va juste s'en tenir aux 17 muscles. Imaginez là, que je vous dis, pour que ça aille bien, il faut que les 17 aillent bien. Mais imaginez comment qu'il n'y a pas 36 000 façons que les choses aillent bien. Il faut absolument que les 17 fonctionnent au bon moment, au bon endroit, pas de blessure, pas rien. Alors que suffit qu'un de ceux-là se blesse pour que ça change quelque chose à la dynamique. Alors si on va dire là, j'ai mes 17 muscles, ben c'est 17 muscles différents qui pourraient flancher puis causer un problème. C'est là où je vais en venir en disant que pour tout mouvement complexe, plusieurs choses peuvent mal aller. Ça va changer au niveau du timing. Qu'est-ce que ça implique? Les guérisons spontanées vont être plus rares. Parce que, exemple, si mon trapèze inférieur est pas assez sollicité ou il est inhibé pour une raison ou pour une autre, je dis pas que ça reviendra jamais de lui-même. Par contre, un petit coup de pouce, ça pourrait pas nuire. Puis c'est là qu'on peut essayer de réintégrer des mouvements qui vont impliquer le trapèze inférieur pour ramener une guérison. Alors que si on voyait les choses comme quoi tout va s'arranger par soi-même, ça se peut qu'on trouve le temps long et qu'on ait des blessures qui traînent. Dernier principe, le cerveau agit dans une optique d'économie et non dans une perspective de santé. On l'a dit tantôt, rappelez-vous toujours de ça. Le cerveau, tout ce qu'il fait là, dans la vie, là, lui, là, il ramasse de l'info, puis vu qu'il est un peu paresseux, ben il essaye de trouver des patterns. C'est tout ce qu'il essaie de faire, dans le fond. Pour n'importe quoi. Il va toujours essayer de trouver un pattern, puis qu'est-ce que ça lui permet? C'est qu'une fois qu'il a trouvé un pattern, il n'a pas besoin de retraiter l'info à l'infini. Il va pouvoir traiter moins d'informations, puis reconnaître qu'il y a un certain pattern, désolé pour l'anglicisme, vous pouvez traduire ça par motif ou patron, là. Mais en gros, le cerveau, tout ce qu'il fait, c'est quand il voit de la répétition, il essaie d'en faire une règle, puis une fois qu'il en fait une règle, ben, il n'a plus besoin de traiter toute la répétition. Et sachant ça, ça change bien des choses parce que le cerveau va pas, exemple, si j'ai mal au trapèze, même si ça vient nuire à mon mouvement puis que je suis le champion du monde de badminton, malheureusement pour moi, mon omoplate va pas bien travailler, même si je voudrais que ça travaille bien, mon cerveau en a décidé autrement. Lui, il trouvait que c'était plus simple de juste carrément inhiber ce muscle-là, même si ça cause des mauvais mouvements, même si ça peut me nuire pour d'autres gestes, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il en a déduit, avec plein d'infos dont on n'est pas nécessairement conscient, il a déduit qu'il fallait qu'il ferme, ben pas qu'il ferme, en tout cas, on va dire qu'il ferme les lumières pour le trapèze, il décide que là, lui, il travaille plus. Puis là, c'est là que c'est important, en sachant qu'il agit dans une optique d'économie, il agit pas dans une optique, comment dire, il a pas toujours raison. Puis c'est là où est-ce qu'on peut essayer de faire des exercices correctifs pour essayer de lui montrer c'est quoi la bonne réponse. Et non pas, versus, il y en a qui vont avoir une approche où est-ce qu'ils vont faire un mouvement sans trop se poser de questions, puis avoir la pensée magique comme quoi, ben dans le fond, si je le fais souvent, ça va finir par s'arranger. Le classique qu'on entend, c'est ouais, j'ai mal dans la première année, j'ai eu mal, là, mais à un moment donné, ça se replace. C'est un très beau témoignage de votre part. Par contre, il y en a qui, la première année, ils ont eu mal aux mains en massant, puis la deuxième aussi, puis la troisième, ils ont arrêté. C'est juste que ces gens-là, vous les côtoierez pas parce qu'ils sont plus dans le monde de la massothérapie.
Alors, rappelez-vous de ça. Ceux qui ont survécu, c'est bien le fun pour eux, mais il aurait pu ne pas avoir mal aussi dans la première année, que ça aurait été correct aussi, là. Euh, donc, c'est ça. C'est juste de se rappeler que le cerveau, puis pour n'importe quoi, là, le cerveau va vraiment agir dans une optique d'économie. Comportement typique, c'est une histoire fictive mais représentative. Alors, c'est l'histoire de Pierre-Olivier avec ses belles dents jaunes qui vient de se rappeler que son rendez-vous chez le dentiste est le lendemain. Pas plus cave qu'un autre, il se brosse pas souvent les dents, mais il décide d'aller se brosser les dents pour limiter les dégâts. Sort du dentiste, se rend compte qu'il y en a pour 1500$ de caries. Fait que là, lui, il blâme le dentiste, puis là, il se dit, ben voyons, pourtant, je m'étais brossé les dents. Ce même Pierre-Olivier aime aller jouer sur le bord de la falaise, malgré les recommandations de ses amis qui disaient, va donc pas jouer là, c'est dangereux. Puis il est comme, non, mais tu sais, j'aime ça. Puis là, au début, il dit, tu sais, je prends mes précautions, je suis comme à une coupe de pied pareil du bord, tu sais, il n'y a pas de danger. Et à force d'être habitué, ben, il est de moins en moins craintif et il se rapproche toujours de plus en plus du bord. Jusqu'ici, pas de problème. Sauf qu'un beau jour, notre Pierre-Olivier glisse sur une banane. Manque de tomber, il réussit à survivre in extremis grâce à sa canne. Là, il remonte, là, il a la peur de sa vie, puis là, il se dit c'est beau, plus jamais, là, je comprends ce que mes amis voulaient dire. Puis finalement, il finit par dire, ben dans le fond, là, c'était la faute de la banane. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder à terre puis m'assurer qu'il n'y aura plus de bananes les prochaines fois, puis j'aurai plus de problème. Alors notre Pierre-Olivier retourne, et là, il voit qu'il n'y a pas de banane, mais il voit pas la petite mouette qui était à côté, et il s'enfarge et tombe à la mer. Arriva ce qui devait arriver. Notre Pierre-Olivier se ramasse au paradis, s'en va voir Dieu. Et encore une fois, il n'a pas appris sa leçon et il fait juste dire, ben, n'eût été de la mouette, je serais encore en vie. Donc il blâme la mouette. Voici quelques questions concernant la façon de penser de notre ami Pierre-Olivier. Qu'est-ce qui est le plus important concernant la prévention des caries? Est-ce que c'est se brosser les dents quotidiennement ou s'assurer de les brosser juste avant de se présenter chez le dentiste? Pas trop besoin de répondre à la question, je pense que vous voyez où est-ce que je vais en venir. Est-ce qu'on peut en vouloir à Pierre-Olivier d'avoir entretenu sa passion, d'aller sur le bord de la falaise, jusqu'au moment de son tragique décès? Après le premier signal d'alarme, pourquoi n'a-t-il pas respecté sa résolution? Puis est-ce qu'on peut blâmer la mouette pour la mort de Pierre-Olivier? Je peux répondre rapidement à celle-là. On peut la blâmer, oui, mais est-ce que c'est la réelle cause de son décès? Si on regarde le portrait global, non. En réalité, c'est juste le fait qu'il s'est toujours prédisposé à un malheur, si on veut, à un possible malheur. Donc, dès qu'il arrive quelque chose, ben, c'est là que, exemple, s'il était resté à 3 mètres de la falaise tout le temps, il n'y aurait pas eu de problème. Et là, étant donné qu'il jouait sur le bord, sur le bord, sur le bord, sur le bord, ben, à un moment donné, c'est un événement banal qui vient causer ça. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'on le voit chez nos clients et on le voit chez nous-mêmes. Au niveau des blessures musculo-squelettiques. Si votre physio vous donne des exercices et que vous ne les faites pas, puis là, vous le voyez un mois plus tard, soyez donc pas surpris que vous n'êtes pas tout à fait guéri. Les exercices ont pour but de réapprendre un mouvement, notamment, ou renforcer un muscle en cas de besoin, ou réveiller un muscle qui dormait un petit peu. Ce qui fait que c'est pas suffisant une fois, puis c'est pas juste une suggestion que le physio vous fait ou que l'orthothérapeute vous fait. Normalement, c'est une prescription, si on veut. Et sachant ça, vous êtes à blâmer là-dedans si vous ne faites pas vos exercices. Et ça aussi, à la limite, pour vos clients qui font pas leurs exercices, vous pouvez leur expliquer aussi là, de la façon que vous voudrez, mais faites-leur comprendre que votre impact va être moyennement grand. Disons, votre impact à la base n'est pas si grand que ça, mais vous allez avoir un impact seul si et seulement si la personne va faire des efforts en plus de ça. Toujours transposé à la massothérapie. Est-ce qu'on peut en vouloir à un massothérapeute d'entretenir sa passion? Non, il aime masser, ça c'est pas un problème, c'est pas ça qu'on peut lui reprocher. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? C'est de pas, on le voit en deux, c'est de pas respecter les premiers signaux d'alarme. Pourquoi qu'on les considère pas? Ben, des fois c'est juste parce que leur situation de travailleur autonome par exemple, mais des fois c'est aussi parce que étant donné qu'on connaît ça, entre guillemets, on connaît les douleurs puis on travaille là-dedans, on a l'impression que ça ne s'applique pas à nous, puis on minimise un peu nos bobos. Et puis c'est ce qui fait que des fois on va dire ah ouais mais j'ai mal aux mains, mais dans le fond c'est parce que telle raison. Et je pense pas que c'est la bonne approche en fait. C'est là où est-ce que je veux vous faire réfléchir un peu. Est-ce qu'on peut blâmer ce fameux faux geste responsable de la douleur? Exemple, je ramasse un sac d'épicerie à terre, il pesait 3 livres, j'étais un peu tout croche, puis là je me fais mal dans le bas du dos.
est-ce que si je n'avais pas ramassé ce sac, j'aurais été exempt de blessure? Peut-être cette journée-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de le voir comme un événement unique qui est responsable de votre grand malheur, voyez-le surtout comme quoi votre prochain faux mouvement allait vous amener à une blessure. Voyez-le comme ça, puis ça va peut-être vous convaincre d'arrêter d'avoir des mauvaises postures quand vous travaillez. Ça, c'est un tableau sur lequel j'avais passé un peu trop de temps, à mon avis, le 31 mai, lors du webinaire initial. Je vous invite à le consulter. J'ai mis en jaune les chiffres un peu plus importants, mais pour faire ça vraiment rapidement, c'était un sondage chez les massothérapeutes canadiens qui était fait sur une base volontaire, ce qui explique peut-être les chiffres élevés pour les pourcentages de blessures. Parmi ça, qu'est-ce qu'il y avait à retenir pas mal? C'était juste que peu de gens utilisaient la massothérapie pour soulager leurs propres blessures, ce qui, selon moi, est un non-sens. Si vous croyez en votre produit, utilisez-le. Aussi, juste vous mentionner que la majorité se blessait et la majorité n'arrêtait pas de travailler pour autant, même si c'est un travail de nature physique. Je ne veux pas passer plus de temps là-dessus. Vous pouvez le consulter, il y a la source en bas que si vous voulez voir l'étude au complet. Sinon, vous pouvez regarder les chiffres par vous-même en enregistrant le PowerPoint ici présent. Suite de l'étude, même affaire, vous pourrez lire ça si vous voulez. Juste vous rappeler que c'est ça, 93% jugeaient de prendre soin d'eux, et si on regarde la dernière ligne, 47,5% utilisent une table ajustable. Je trouve que ça ne fit pas. Si vous prenez soin de vous, à la limite, peut-être que les gens l'ont interprété pour qu'est-ce qu'ils font à la maison, mais normalement, c'est quelqu'un qui prendrait soin de lui dans le monde de la massothérapie, c'est notamment quelqu'un qui ajusterait sa table en cas de besoin. Aussi, très intéressant, 90% ont reçu une formation adéquate sur la posture de travail. Mais pourtant, tout le monde se blesse quand même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on connaît la posture, ça suffit pas. Et c'est ce que je vous dis depuis tantôt. Si vous répétez pas un geste parfait, vous ne serez pas parfait. Et c'est pas un cours qui va changer ça. Le cours, tout ce qu'il fait, il vous donne la connaissance, les connaissances de base pour pouvoir prendre la bonne décision, puis ensuite conscientiser ce mouvement-là pour le rendre inconscient. C'est vraiment ça le but du jeu, c'est de comprendre c'est quoi le bon geste pour pouvoir le répéter. Tendance observée. Ça, c'est toujours au niveau de l'étude. Je vous laisse les lire. En bas, j'ai mis mes hypothèses du pourquoi les jeunes, peut-être, se blessent plus que les personnes plus expérimentées. Notamment, ça serait le fait qu'ils sont comme sur un hype. Là, ça fait pas longtemps qu'ils font ça, sont vraiment crinqués. Ils veulent refuser aucun client. Fait que là, ils prennent trop de clients. Ils n'ont pas eu assez de répétition au niveau des postures pour avoir des postures optimales. Ils vont surestimer leur capacité. Et aussi chez les jeunes, pas juste ceux qui ont moins d'expérience, mais ceux qui sont jeunes en plus, leur récupération va être accélérée. Ce que ça veut dire, c'est que le lendemain d'une grosse journée où est-ce qu'ils avaient mal dans le dos, ils vont être frais comme une rose. Fait que là, ils vont conclure que c'était pas si grave que ça. Et ils vont répéter un mauvais mouvement. Puis là, à force de faire des mauvais mouvements, au bout d'une couple de mois, ils vont se blesser. Ça, c'est mes hypothèses. Mais en tout cas, de ce que j'ai... De mes discussions avec d'autres massothérapeutes, ça pourrait ressembler à ça chez les plus jeunes. Toujours un graphique en lien avec ça, c'est juste, ça montre l'incidence des blessures au niveau du bas du dos par rapport à l'âge. Ils se sont rendus compte aussi que les femmes avaient plus souvent mal au cou, ceux qui avaient moins d'expérience aussi, ce qui présuppose encore une fois que, du moins ça suggère que si vous n'avez pas bien appris un mouvement ou si vous manquez de bonnes stratégies musculaires pour contrer le fait que à chaque fois que vous pesez, vos épaules veulent remonter, ça peut causer des problèmes au niveau du cou. Cou et épaules. Un autre sondage qui avait été fait au Québec, c'est juste pour mentionner qu'eux autres, il y avait juste 27% des gens qui avaient des problèmes de santé versus l'autre qui était à 60-ish%. La différence d'où qu'elle viendrait, c'est pas qu'il y en a qui bullshit puis d'autres qui bullshit pas. C'est vraiment juste que celui au Québec a été fait chez les massothérapeutes sans discrimination, alors que l'autre était fait chez des massothérapeutes qui ont répondu sur une base volontaire. Alors, c'est permis de penser que ceux qui répondent sur une base volontaire, ayant vu le sujet, ils se doutent que ça va parler de blessures, puis comme ils sont blessés, ben, c'est un sujet qui les intéresse un peu plus. Les maux de dos chez les massothérapeutes. Dans le fond, pour la prévention des blessures, voici qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai mis en vert qu'est-ce qui est le plus appliqué aux massothérapeutes. Développer des stratégies où est-ce qu'on appuie plus qu'on tire. On va le voir un peu tantôt dans le concret, ça ressemble à quoi. Développer un meilleur recrutement musculaire. Faire porter une attention particulière à l'orientation de ses pieds et avoir une meilleure posture. Bon, ça c'est global, mais entre parenthèses, j'ai marqué éviter les torsions. Ça aussi, on va le voir. Dessin de base. Alors, je me suis filmé en train de masser et j'ai pris des screenshots pour que ça prenne moins de place.
À gauche, vous voyez un feu de circulation, je l'ai mis pour chaque photo. Quand c'est en vert, ça veut dire que tout est beau. Je travaille relativement bien selon la photo. Quand c'est jaune, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse attention à un élément ou deux. Et quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose de clairement à éviter. Alors, sur le dessin, c'est quoi les... On va commencer par les lignes en jaune en bas. Les lignes en jaune avec le pointillé vert, ça correspond à la zone. C'est ma base de support dans le fond. Les lignes jaunes ont été tracées à partir de mes pieds. À partir de mes gros orteils, en fait, que je trace une ligne droite vis-à-vis mes gros orteils et ça détermine de où à où j'ai le droit de forcer. La zone en vert, pardon, j'ai le droit de travailler là-dedans. Quand je parle de j'ai le droit de travailler, c'est mes mains devraient se situer dans ce rayon-là si je veux travailler optimalement sans torsion au niveau du dos. Les pointillés en rouge, dans le fond, c'est évidemment les zones où je serais en tort de travailler là. Pourquoi? Parce qu'imaginez que mes mains seraient dans une zone en rouge, ça voudrait dire que mes mains, / mes épaules, qui vont comme suivre, seraient pas alignées avec mes hanches. Et ce que mes hanches peuvent pas tourner, c'est mon dos qui doit le faire en torsion. Et c'est là que c'est pas bon. On va le voir un peu plus clairement tantôt. Sinon, sur ce dessin-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous avez les flèches en rouge vers le haut. Enfin, je vais commencer par les mauves, en fait. Les mauves, c'est la force que moi j'applique vers le bas sur la cliente. Et dans le fond, les flèches rouges, ça correspond à la force, étant donné que la personne s'écrase pas en dessous de mes mains, là, elle plie pas, elle s'en va pas dans le fond du tapis, ni quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il y a une force équivalente qui pousse vers moi. Qu'est-ce que ça implique de savoir ça? Ça veut dire qu'à chaque fois que je pousse sur un client, il y a une force égale qui s'en va dans l'autre sens et qui demande à mes épaules, et qui voudrait du moins que mes épaules remontent vers mes oreilles ou vers l'arrière. Et c'est là que les épaules, si je fais rien, si je le sais pas, je vais laisser mes épaules comme passivement, ils vont comme passivement remonter, puis là je m'en rendrai pas compte, puis je vais travailler dans des positions où est-ce que mes épaules vont être relevées. Main dominante. OK, où est-ce que je vais en venir avec tout ça? On voit encore en bas ma base de support. J'ai essayé de le faire vraiment le plus possible sur chaque dessin. Des fois, c'est pas évident à dessiner vu que c'est comme en 3D, là, mais en tout cas, je vais essayer de rester quand même clair. Alors, on voit que mes mains sont à l'intérieur de ma base de support, qui est le pointillé vert, ça va. Ma main gauche, ici, devrait être ma main dominante, celle qui a une flèche au niveau de l'épaule. Pourquoi? Pourquoi j'ai mis une flèche d'ailleurs? C'est parce que dans le fond, plus je vais avancer dans le mouvement, plus mon épaule devrait devenir perpendiculaire à la colonne vertébrale de la cliente. Sinon, une autre façon de le voir, ça serait de dire que mes épaules devraient être dans le même plan que mes hanches. C'est là que ça devient important d'avoir les pieds au bon endroit. La flèche en vert qui va vers la tête de la cliente, c'est mon glissement. Dans le fond, ça va être la direction de mon mouvement. Et dépendant de combien d'huile je mets, j'ai mis une petite force F, qui est la force de frottement. Ça va venir affecter... Ben, c'est ça, ça va venir affecter le frottement. Ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, je mets plus d'huile, ça va moins frotter. Vu que ça frotte moins, chaque force qui ne sera pas particulièrement à la verticale, qui va aller vers l'avant, va faire en sorte que je vais glisser de plus en plus vers l'avant, ce qui va me demander un peu plus de contrôle moteur. Alors, avoir plus d'huile pourrait vous nuire parce que ça va vous demander notamment plus de contrôle. Et bon, pour ce qui est des flèches rouges et jaunes là, en bas, la force rouge, c'est la force de pression que j'applique vers le bas. Et encore une fois, le T, là, la flèche jaune, c'est la force appliquée par la table vers ma main. J'aurais pu éventuellement, là, mon bras gauche, là, on voit qu'il est plié un peu, je pourrais le déplier, ça serait l'idéal. J'aurais pu mettre la petite lumière en jaune là, à gauche. Si je plie mon bras comme ça, là c'est pas si pire, c'est la limite, mais mettons ça plierait plus, je vais avoir de la difficulté avec mon mouvement de travailler égal, parce que c'est mon triceps qui va devoir forcer, alors que si j'avais le bras complètement déplié, je ferais juste, je ne vais pas dire passivement parce que tout ne serait pas passif, mais si mon bras est déplié, je forcerais à partir de l'épaule. Donc, qu'est-ce que je ferais? Je forcerais avec mon omoplate pour m'assurer qu'elle ne recule pas en arrière, malgré le fait que j'applique une force vers le bas. Mais je me laisserais glisser sur la personne, je me laisserais tomber sur la personne pour forcer, ce qui donnerait, dans le fond, étant donné que je me laisse tomber, j'ai toujours le même poids. Alors, si j'avance avec mes pieds en ayant le bras toujours dans le même angle, avec le bras déplié, mais que je me laisse tomber en forçant à partir de mon épaule, j'espère que c'est clair, à ce moment-là, je vais toujours appliquer sensiblement la même pression sur la cliente. Et aussi, à travers la journée,
je vais toujours avoir le même poids, alors que mon triceps, si je force comme ça toute la journée, je risque de ne pas être très constant. Base de support versus et tire-pouce, où est-ce que je veux en venir avec ça? On voit mon pied en arrière. Pourquoi je l'ai mis en vert? C'est juste que éventuellement je peux le tourner. Et ça, c'est dans le fond, l'orientation de mon pied me permet de pouvoir tourner mes hanches pour les envoyer dans la bonne direction. Ma base de support ici est large. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet à mon dos de ne pas être trop penché. Alors, je limite les impacts au niveau de l'articulation lombaire. Pour ce qui est des forces, on voit la force en rouge, c'est la force que j'applique vers la cliente, qui me renvoie une force sensiblement équivalente vers le haut, et c'est ma job de forcer avec les muscles qui vont stabiliser mon épaule pour empêcher l'épaule de remonter. Qu'est-ce qu'il y en est du tire-pouce? Le tire-pouce, c'est que je pourrais éventuellement, avec la flèche rose qui est vers le bas dans le coin de la table, si je pousse avec ma main gauche, quand je veux, exemple, revenir, on va dire que je voudrais faire, je vais appeler ça des talonnades, là, je sais pas si tout le monde appelle ça de même, mais en tout cas, imaginez là, que je pars du haut de la fesse de la cliente puis que je monte vers sa tête. Donc, imaginez que je m'en vais dans cette direction-là, puis que là, je veux faire plusieurs voyages. Qu'est-ce que je vais faire? Si je veux diminuer le stress au niveau de l'articulation du bas du dos, je peux peser avec ma main gauche sur le bras de la cliente ou sur son omoplate, peu importe. En m'appuyant, je deviens moins lourd, si on veut. Puis ça me permet de ramener mon bras à la position initiale puis de recommencer mon geste. Sinon, ce que je peux faire, exemple, si je voulais augmenter la pression ou avoir plus de contrôle, je pourrais mettre ma main là où j'ai mis la flèche turquoise. Alors, ma main gauche irait là, je m'accoterais comme ça, puis en tirant, ça me permettrait de pousser avec la main droite, ce qui diminuerait les stress étant donné que je serais comme appuyé sur la cliente. Lumière jaune ici, qu'est-ce qui s'est passé? Si mon pied, pourquoi j'ai mis des X là en gros, c'est que si je garde mon pied fixe, là, je sais que je vous ai parlé d'une base de support large, mais je peux avancer là, durant mon mouvement. Alors si je reste comme un peu rigide sur la question, puis que là mon pied bouge pas, parce que là c'est comme hey, là, le gars m'avait dit de garder ma base de support large, c'est vrai, mais en même temps si vous avancez, si vos mains avancent, vous pouvez avancer vous aussi. Alors si je garde mes pieds fixes, qu'est-ce qui va se passer? Mon dos va être soudainement plus penché, et là je vais pouvoir, puis là mes mains vont comme loin en avant. Alors, si je décide de revenir en tirant, exemple, là, je fais un mouvement de retour en tirant sur la cliente, si on veut, là, avec mes mains qui reviennent en sens inverse, à ce moment-là, je vais créer un stress au niveau de mon articulation du bas du dos. Comme je vous parlais tantôt, avec la flèche vers le bas, la possibilité d'une main, ce serait je pourrais m'appuyer d'une main pour pouvoir faire mon mouvement de retour, puis après ça, une fois que j'ai fait mon mouvement de retour, je peux revenir à deux mains si j'ai besoin. Base large. Là, on le voit pas super bien mon pied, mais en tout cas, je l'ai mis vis-à-vis la petite ligne verte. Là, j'ai une base très large. On voit la différence un peu au niveau du dos. Là, la perspective peut-être me rend pas justice, mais en gros, mon dos est pas trop penché. Mon coude est relativement bas par rapport à la tâche que je suis en train de faire. Je suis en train de soulever l'omoplate de la cliente. Si j'étais le coude vers le haut, ça travaillerait mal. Fait que j'avais besoin d'être bas pour les besoins de la cause, et c'est pour ça que j'ai mis une lumière verte. Je me suis mis très large pour pouvoir être bas, sans être tout croche, sans avoir la tête penchée ni quoi que ce soit. Alors là, je suis dans une belle ligne droite, je suis capable de travailler avec le dessous de l'omoplate, et je tire avec ma main gauche pour pouvoir maintenir l'omoplate en place pour que ça reste stable. Ici, est-ce que c'est dangereux pour le bas du dos? Non. Pourquoi j'ai mis une lumière jaune d'ailleurs? Bon, premièrement, pourquoi c'est pas dangereux? Les flèches jaunes indiquent vers où je pousse. Et dans le fond, ça implique que je pousse. Si je suis en train de pousser, ça veut dire que je suis pas en train de forcer à ce moment-là du bas du dos. C'est juste passif. Je suis comme à côté. Imaginez que, on va dire, imaginez là, que vous êtes à côté sur un mur avec vos mains et vous n'êtes pas en train de forcer du bas du dos. Alors, dans la mesure où je suis en train de forcer vers le bas, il n'y a pas de problème. C'est pas problématique pour le dos. Mais si je commence à faire des mouvements de retour, là, ça peut devenir problématique, d'où la lumière jaune. L'autre affaire, étant donné que je force vers le bas, il y a une force qui va vouloir faire remonter mes épaules vers le haut. Si je n'engage pas les muscles nécessaires pour empêcher ça, ça va me poser des problèmes tôt ou tard parce que mon épaule va relever, puis je vais pouvoir éventuellement développer des problèmes. Alors, encore une fois, il faut faire attention à ce genre de choses-là. Plus vous allez peser fort, plus vous êtes à risque. L'art d'être tout croche juste une fois. Grosse lumière rouge.
voyez mes pieds ici en bas, j'ai mis 2 lignes, ma base de support est minimale, je ne peux pas travailler là-dedans, mes mains vont être constamment en dehors de ça, ce qui m'oblige à me contorsionner. On le voit pas super bien sur la photo, mais je vous promets que je le suis, j'ai fait exprès pour le webinaire, là, je me suis vraiment mis tout croche avec mon dos, là. Ça fait comme une banane vers la gauche, là. Et mon bras gauche est tout plié pour travailler, pour masser le cou de la personne, je suis comme penché au-dessus d'elle, ça marche pas pantoute mon affaire. Ça, on évite ça. Puis ça, c'est le genre de position qu'on prend souvent comme sous prétexte qu'on va le prendre juste une fois ou deux. Là. Non, mais c'était juste un 30 secondes pour faire de la petite finition. Non, si vous voulez faire de la finition, prenez une bonne position quand même. Ici, on voit de magnifiques images venant d'un logiciel slash un site web qui est vraiment très complet. Je vous le suggère fortement. Moi, je me suis abonné et je ne regrette pas. Ça s'appelle Muscle and Motion. Il y a un lien juste en dessous pour les vidéos YouTube. Et à la fin du webinaire, il y a la source aussi si vous voulez aller vous abonner ou en tout cas voir de quoi il en retourne. On voit ici qu'est-ce qui se passe quand on n'engage pas les muscles du bas du dos. Quand les hanches sont très élevées et qu'on n'engage pas les muscles du bas du dos, qu'est-ce qui se passe? On le voit avec les flèches en jaune. Les vertèbres veulent aller vers le bas. Ça crée une pression sur les disques. Et éventuellement, ça peut poser des problèmes. Là, si vous voulez lire les explications là, plus en détail, gênez-vous pas plus tard. Pour l'instant, moi, je vais continuer de rouler ça. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, sachant que ça cause une pression? Tout ce que j'ai à faire, c'est d'essayer d'engager musculairement les muscles du bas du dos. Donc, j'essaie de filer, là, pour ceux qui ne comprennent pas trop comment que ça fonctionne. On va voir un exercice pour le faire d'ailleurs plus tard, mais en gros, vous essayez de contracter les muscles dans le bas du dos. Et qu'est-ce que ces muscles-là font? On le voit très bien sur l'image. Ils tirent vers l'arrière les vertèbres. Alors, les vertèbres voulaient aller vers l'avant, vos muscles tirent vers l'arrière. Alouette, tout va bien. Et ça vous prédispose moins aux blessures. Ça ne veut pas dire que vous vous blesserez jamais, mais à tout le moins, vous serez moins prédisposé. Base de support, je reviens encore sur ce concept-là, on le voit très bien ici. Si je trace des pointillés, identifiés par pas des pointillés, mais des flèches bleues là, au bout de chaque gros orteil, on peut voir dans quelle zone j'aurais le droit de ramasser mon poids. On voit le bonhomme ici, lui ça marche pas, il est obligé de se pencher et de créer une torsion au niveau de son dos, très dangereux pour les vertèbres, c'est vraiment pas une bonne idée, d'autant plus que c'est un poids qu'il est en train de ramasser, c'est pas comme s'il attachait ses souliers un peu tout croche. Il faut respecter le triangle étant les deux gros orteils, dans le fond la direction qu'ils prennent, et les mains sont la dernière pointe du triangle. Je vous l'ai mis plus visuel ici, alors on a trois sortes de bases de support. On a la base étroite qui sert pas mal à rien, à moins que vous n'en ayez pas besoin pour une situation donnée, mais de base, ça sert comme à rien d'avoir les pieds bien étroits puis de ramasser des objets par exemple. On a la base large, que j'ai mis en jaune, un peu un peu comme, dans le fond, là, je parlais des lumières rouges, jaunes et vertes tantôt, là. J'ai gardé le même concept. La base étroite, on évite le plus possible. La base large, c'est mieux que la base étroite, donc je ne peux pas dire que c'est mauvais. Mais la meilleure base, ce serait une base que j'appelle intelligente. C'est une base où est-ce que j'ouvre mes pieds vers l'extérieur, ce qui me permet d'élargir ma base de support. Pourquoi ça élargit ma base de support? C'est qu'en réalité, si mon pied est tourné par là, mes hanches peuvent tourner dans la direction de mon pied. Puis comme mes hanches peuvent tourner, bien, soudainement, mon dos n'a pas besoin de créer de torsion. Un petit truc rapide pour masser les mollets. On le voit ici, on le voit live et à droite, on voit schématisé. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé mon pied derrière la table, ce qui me permet de travailler en ligne droite. Avec, j'ai pas besoin de me contorsionner ni rien. Je fais juste forcer naturellement vers l'avant. Mais qu'est-ce qui a permis ça? C'est de placer mon pied derrière la table. Fait que c'est comme c'est l'équivalent de si je pouvais embarquer sur la table. Évidemment, on peut pas. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ça. Maintenant, au niveau des problèmes de scap, épaule et cou. Les problèmes, en gros, les causes des problèmes, là, mauvaise stabilisation de la scap, mauvais recrutement moteur, les muscles du cou qui écopent, respiration thoracique, facilité, stress physique et mental. Je viens rapidement, je vais vous parler rapidement de la respiration thoracique, facilité. Si vous avez toujours les épaules relevées et que ça fait partie de votre arsenal de stratégie motrice, ben c'est bien plate pour vous, mais ça va faire en sorte que vous allez avoir davantage tendance à respirer avec une respiration thoracique, étant donné que c'est un pattern que vous reproduisez tout le temps d'avoir les épaules relevées. Fait que le corps n'est pas plus cave qu'un autre. Si vous facilitez ce mouvement-là, ben lui, il va choisir ça pour respirer. Alors, ça vient vous nuire parce que quand on respire thoracique, le problème, c'est que c'est les muscles du cou. En fait, les muscles qui vont tirer sur les côtes pour les surélever sont attachés dans le cou. D'où les raideurs dans le cou, notamment.
Pour les autres, les problèmes de stabilisation de la scap, mauvais recrutement moteur, je vais skipper tout de suite ici, on va le voir pourquoi. Bon, on y va avec un mythe tout de suite en partant. Muscle fort et court versus muscle faible et long. C'est pas vrai, c'est pas parce que vous avez des muscles forts que là ça va être rétracté, puis que là, on l'entend souvent, là, vos pecs sont trop forts, puis là en arrière c'est pas fort, puis là c'est trop long, vos muscles sont longs. Oubliez ça, là, c'est vraiment plus une histoire de contrôle moteur, c'est beaucoup plus probable, et je vous invite encore une fois, gracieuseté de Muscle in Motion, vous irez voir la vidéo, vous allez voir l'interaction de tous ces muscles-là, mais c'est bien plus probable de penser que les muscles ne travaillent pas au bon moment, au bon endroit, avec le bon niveau de force, que de penser que c'est juste une affaire d'un muscle rétracté puis un muscle pas fort qui est trop long. Il y a beaucoup, juste ne serait-ce que pour le mouvement de la scapula quand on fait une abduction, il y a une tonne de muscles qui entrent en jeu puis ils doivent entrer en jeu au bon moment. Puis c'est ça qu'il faut rééduquer, puis c'est via la rééducation qu'on peut rééduquer ça. C'est pas en étirant juste un muscle qu'on va arriver à nos fins. Au niveau des mains, les problèmes, douleur au pouce, douleur au poignet, des fois c'est des douleurs au poignet, ça va être au niveau du carpe, sinon ça va être des problèmes de tunnel carpien. Les extenseurs négligés. On va voir de quoi il en retourne. Plusieurs images pour les mains et poignets. Ici j'ai mis une lumière jaune, pourquoi? On voit ma base de support, ça tout va bien. Là, dans le fond, là, je suis en train de faire un mouvement où est-ce que je vais vers l'avant, sur la jambe de ma cliente, mais les mains grandes ouvertes. Qu'est-ce que ça fait? La flèche en blanc, on voit la direction de mon mouvement. Le point en rouge, c'est mon pivot. C'est comme le pivot entre mon pouce puis mon index et le reste des doigts. Qu'est-ce que ça fait? C'est que la force en jaune que vous voyez, la flèche en jaune, c'est la force qui résulte, dans le fond, le fait que j'avance vers la tête de ma cliente, fait en sorte que mon pouce veut reculer. C'est ça la flèche en jaune. Comme mon pouce est tout seul, ça peut poser problème parce qu'il travaille perpendiculairement à ce qu'il devrait faire normalement. Normalement, le pouce devrait être aligné vers la direction de où est-ce qu'il force. Et là, il est perpendiculaire. Ça peut poser des problèmes. Qu'est-ce que je peux faire? On va le voir à l'autre diapositive. Juste aller rapidement avec les flèches vertes et bleues, vous expliquer pourquoi c'est de même. C'est que dans le fond, les flèches vertes et bleues, la verte, c'est l'équivalent de la flèche jaune au niveau du pouce. C'est que dans le fond, mes doigts voudraient aller par là, mais étant donné que j'ai d'autres doigts derrière mon index est protégé. Je veux pas dire protégé, mais en tout cas, on va dire protégé. Là. Les autres doigts viennent aider l'index, ils viennent l'accompagner. C'est pour ça que c'est moins problématique pour les autres doigts que pour le pouce qui, lui, travaille tout seul. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour les pouces? Ben, c'est simple, on le voit ici, là, encore une fois, j'ai tracé l'angle dans l'image 1. C'est pas une bonne façon de travailler pour mon pouce, parce qu'il est comme il se ramasse à travailler tout seul, pas dans un bon axe. Ce que je peux faire, on le voit à l'image 2, je peux ramener mes pouces comme les à côté contre mes doigts. Ou sinon, ce que je peux faire, l'image 3, en réalité, on le voit pas super bien, mais je peux vous l'expliquer au moins. Si vous vous assurez que votre main, dans cet exemple-là, si vous assurez que votre main droite est derrière le pouce de la main gauche, ben ça devient correct d'avancer de cette façon-là parce que soudainement votre pouce il force plus. C'est votre main qui s'adonne à avancer parce que la main derrière pousse. Ça c'est juste pour vous faire réaliser, exemple, je suis en train de masser la main de ma cliente. Si sa main à elle est placée droite, là, son bras est surélevé à la verticale, si ses mains sont droites, mon pouce va vouloir rentrer dans la main de la cliente, si on veut. Alors que si je veux faire des mouvements vers le haut, je suis comme mal à mancher. J'ai tracé des lignes blanches au niveau de mes coudes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste que dans le fond, mes coudes sont plus hauts que les mains. Fait que je me ramasse à travailler avec mes pouces qui sont soudainement vraiment organisés tout croche pour bien travailler. Fait que ça va me demander souvent de me pencher. Si je ne catch pas ce genre de subtilité-là, je vais souvent... je risque du moins de me pencher, de créer une torsion au niveau du bas du dos, d'arrondir le bas du dos ou faire quelque chose dans le genre. Alors un petit truc rapide, si vous voulez pas vous mettre à genoux là, pour masser la main, vous pouvez pencher la main de la cliente. Puis à ce moment-là, ben, vous venez de changer l'angle d'attaque, puis soudainement vos pouces vont pouvoir travailler dans le bon angle. Encore une fois au niveau des pouces, bon, même affaire. Les flèches jaunes et oranges dans l'image 1, c'est juste pour vous rappeler que vos épaules devraient toujours s'assurer de forcer dans le sens contraire de la force qui est subie. Donc, en poussant avec vos pouces, vous recevez une force dans l'épaule, puis l'épaule devrait réagir en forçant de façon égale vers la cible, finalement, pour être sûr que l'épaule ne recule pas.
Bon, l'étape 1, je pourrais faire attention, les pouces placés de cette façon-là, c'est pas si pire, mais ce que vous pouvez faire, là, c'est subtil dans l'image 2, mais j'ai mis mon pouce qui est à côté sur mes doigts, sur ma main droite, puis ma main gauche, à quoi elle sert? C'est que je viens accoter ma jointure du pouce à l'intérieur de mon pouce et de mon index de la main gauche. Fait que c'est comme si mon pouce était surprotégé, puis c'est bien correct de même. Je vous encourage à l'essayer, vous allez voir, ça fait vraiment moins mal. Fait que vous allez pouvoir peser plus fort sans nécessairement sentir de gros stress au niveau de cette articulation-là. Travailler avec les avant-bras. Quand même utile pour les personnes de petite taille. Pourquoi? Parce que mon bras raccourcit, entre autres. Fait que ça me permet de travailler plus haut soudainement sans avoir à surélever les épaules. Aussi, ça me permet de mettre plus de pression sans mettre trop d'effort. Qu'est-ce qu'il va falloir faire attention par contre, c'est qu'étant donné que je pousse direct avec mon épaule, c'est comme encore plus évident à quel point je dois forcer vers le bas avec mon épaule numéro 1 sur l'image. Pourquoi j'ai mis la petite flèche en vert en bas, c'est juste pour vous rappeler que je peux tourner mon pied. En fond, je peux rester sur la pointe du pied et tourner gauche-droite en fonction de l'orientation que je recherche avec mes hanches. Avec ma main gauche, le bras numéro 2, j'ai mis un pointillé en blanc, c'est juste pour vous rappeler que je peux m'appuyer. Exemple, si je voulais revenir faire un mouvement de retour sans trop affecter le bas de mon dos, je peux m'appuyer avec ma main sur la cliente pour faire un mouvement de retour avec le bras 1. Maintenant, la méthode avec le poing, très simple. Bon, là, on voit, là, je suis placé bien droit, tout va bien. Là, la seule nuance, c'est que j'ai mis mon bras gauche au lieu de mon bras droit, alors que je vous avais parlé que pour éviter les torsions, normalement, on prend la main dominante qui est à l'intérieur, qui est comme la main rapprochée de la table. La seule affaire, c'est que pour éviter que mon poing se promène tout croche, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'accoter ma main droite sur la colonne. Fait que ça permet à mon poing, je suis comme certain de jamais peser sur la colonne de la personne avec mon poing. Sinon, une bonne vieille balle, bien utile, surtout si vous êtes de petite taille, que vous avez une blessure, que vous avez de la difficulté à mettre beaucoup de pression, que vous avez beaucoup de foulage à faire. Plus la balle est petite, plus ça pèse fort. Là, ici, j'en ai une particulièrement grosse là, dans l'image. C'est une balle vraiment plus grosse qu'une balle de softball. Tout ce que j'ai à faire, je mets ma main de la même façon que si j'avais mon poing et je fais des foulages. Ça fait l'équivalent d'un foulage. Fait que je fais juste me diriger dans la direction que j'ai besoin. J'oublie pas de forcer avec mon épaule, mais je vais me sauver des pouces pas mal à la fin de la journée. Autre outil, les bambous. On le voit à l'image 1. Tout ce que je fais, je me déplace vers l'avant avec le bambou. Ça peut être très utile. Sinon, là, je voulais dessiner, là, j'ai mis un petit espèce de gros point blanc, c'est parce que j'ai une balle de golf. On le voit pas super bien, là. Je pensais qu'on le verrait mieux, mais on le voit pas pantoute. Là, je suis en train de masser le tibial antérieur avec une balle de golf qui est sous ma main. Puis tout ce que je fais, c'est que j'avance et je guide avec ma main droite. Encore une fois, l'utilisation du bambou, ça c'est une petite suggestion. Vous voyez, je place ma main gauche dans l'image 1 en bas, elle bouge pas, puis tout ce que je fais, c'est que je fais comme si je ramais avec ma main droite. Fait que là, je suis en position à genoux, comme en position, là, je me souviens jamais du nom, c'est du cavalière sûrement. Mais en tout cas, non, pas cavalière, c'est l'autre, mais du moins, c'est la position où est-ce que vous demandez quelqu'un en mariage, bien simple. Donc, vous faites un mouvement comme si vous alliez ramer en gardant la main gauche qui bouge pas, puis ça vous permet de masser les trapèzes à ce niveau-là. Autre stratégie à adopter, favoriser les extenseurs de la main, là, évidemment. Ici, je fais un mouvement de chenille, je ne sais pas comment vous l'appelez, comment vous l'avez appelé dans vos formations. Je suis en train de masser le cou et mes doigts vont vers l'extérieur. Je fais comme rouler mes doigts vers l'extérieur. Fait que ça me permet de travailler mes extenseurs qui ne travaillent pas si souvent que ça. Habitudes de travail à considérer, je vous laisse les lire, c'est pas, j'ai pas tant à en jaser, là, tout va un peu de soi à ce niveau-là. La seule affaire, varier la hauteur de la table. Pourquoi je dis varier la hauteur de la table? C'est plus dans une optique long terme. Je vous encourage à varier de façon à être habile dans toutes les hauteurs. Fait que ça vous permet de varier sans être, parce qu'on se rappelle qu'on a besoin d'apprendre un mouvement, puis le mouvement change. Si je fais exactement le même mouvement, mais que la hauteur est à une... si la table est à une hauteur différente, c'est pas exactement le même mouvement, puis ça se peut que j'avais pas exactement les mêmes stratégies. Ce qui fait en sorte que théoriquement, je devrais varier les hauteurs puis me pratiquer à différentes hauteurs pour être sûr d'être bon dans toutes les hauteurs. En bas, diminuer les pics de pression, c'est juste pour vous rappeler que quand un client vous demande d'avoir beaucoup de pression, je ne peux pas parler au nom de tous les clients, mais juste pour vous dire, ce qu'il veut pas en réalité, c'est il veut pas quelqu'un qui flatte et qui soudainement met beaucoup de pression. À la place, vous pouvez mettre modérément de pression tout le long, en mettre un peu plus que moins, puis vous n'aurez pas à me faire des gros pics de pression là, soudainement, là, parce qu'on l'a vu tantôt de toute façon, plus ça va, plus
Plus la science se rend compte qu'on n'a pas besoin de peser fort, on n'a pas besoin de créer de la douleur en tant que telle. Alors c'est bon d'avoir des stratégies où est-ce qu'on va pas nécessairement peser fort, mais plus avoir une pression soutenue tout au long du massage qui va amener une certaine forme de présence. Ça c'est vraiment plus mon opinion, là, mais, ou en tout cas ma vision de la chose. Plus vous allez comme être engagé dans votre mouvement, plus vous avez l'air d'avoir une intention quand vous massez, plus ça va être senti par le client. En tout cas, à réfléchir, à suivre. Les besoins spécifiques au massothérapeute. Là, ça fait déjà 1 heure, il reste environ 15 minutes. Je vais essayer d'aller quand même rapidement, mais sinon, le document est disponible pour téléchargement. Les besoins sont séparés en 6 familles. On veut des hanches mobiles. On veut, là je ne l'ai pas marqué, mais on veut des hanches mobiles, mais on veut des hanches. C'est pas des hanches en fait, on veut des hanches mobiles, mais on veut un bas du dos relativement stable et bien engagé musculairement. Il va y avoir un exercice pour ça. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des scapulas mobiles, mais on les veut stables aussi. On veut un relâchement au niveau des muscles du cou, on veut des pouces en santé, puis on veut se rappeler que nos avant-bras, on veut rappeler du moins à notre cerveau que les avant-bras, les extenseurs devraient être actifs. Alors, différence entre la musculation et l'apprentissage moteur. Ça, c'est super important à comprendre si vous apprenez un nouveau geste. Parce que là, dans le fond, là, je vais vous montrer des exercices. Mais là, ça sera à vous de déterminer est-ce que vous maîtrisez l'exercice ou non. Si vous ne le maîtrisez pas, faites pas de musculation, faites plutôt de l'apprentissage. Si vous faites un apprentissage, vous n'avez pas besoin de prendre des gros poids, vous n'avez pas besoin de vivre des gros stress, vous devez juste vous contenter de faire la bonne affaire. Si vous maîtrisez le mouvement, ben, vous avez moins besoin de le pratiquer, parce que par définition, vous connaissez bien le mouvement. C'est là que votre but va être d'améliorer votre force ou votre endurance. Je vous donne un exemple. Si vous travaillez super bien en début de journée, puis qu'en fin de journée, vous travaillez tout croche, ça présuppose que vous avez appris la bonne technique, mais que passé un certain seuil de fatigue, vous travaillez tout croche parce que certains muscles sont plus capables de faire leur job. Donc, dans les mouvements qu'on va voir tantôt, dans quelques minutes, si vous êtes déjà bon, pensez musculation, et si vous êtes un débutant, ou en tout cas que vous vous considérez débutant pour le mouvement en question, allez-y avec la qualité et beaucoup de répétitions. Et là, si quelqu'un me demande par email combien de répétitions, pour ce qui est de l'apprentissage, je vous dirais quelque part entre beaucoup et infini. Voyez-le de même, ça ne sera pas une affaire de « Ah, faites-le juste 2 jours », faites-le juste tout le temps, puis même répétez l'expérience, même quand vous pensez être bon, faites-le de temps en temps, juste pour être sûr que vous le faites bien. Les hanches mobiles, le défi 30 jours. Voici en quoi consiste le défi 10 minutes par jour pendant 30 jours. Aussi simple que ça. En quoi ça consiste? J'ai mes fesses relativement près du sol, j'essaie de me tenir le plus droit possible. Là, vous avez 2 choix. Dans l'image, je pousse avec mes coudes vers l'extérieur, pour comme ouvrir entre guillemets mes hanches. Ce que je peux faire par contre, ça serait d'avoir les mains droites devant moi pour m'en servir comme ballon. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez même utiliser un poids dans vos mains. Ça ne sera pas plus difficile, ça va être plus facile parce que c'est plus facile à gérer votre centre de gravité si vous avez un poids devant vous dans vos mains. Alors 10 minutes par jour pendant 30 jours. Et là, je ne veux pas qu'il y ait de malentendu, c'est pas 10 minutes d'un coup, c'est un total de 10 minutes. Fait que ça peut être 20 fois 30 secondes, ça peut être, calculer ça comme vous voulez, il faut juste que ça donne 10 minutes par jour minimum pendant 30 jours de suite. Si vous voyez un changement ensuite, vous prendrez les décisions qui s'imposent si vous voulez continuer de le faire ou non. Mais c'est une excellente idée pour avoir une bonne mobilité au niveau des hanches. C'est une bonne idée pour développer une bonne posture en situation de squat. C'est une bonne idée pour engager les muscles du bas du dos. Ça, on va le voir à la prochaine image, mais en gros, puis c'est bon aussi en passant comme échauffement pour en début de journée. Si je fais ça, par exemple, mes hanches vont mieux tourner après quand je vais avoir on va dire que là, que j'applique tous les principes que je vous ai montrés de base de support, on va présumer que là, vous le faites parfaitement. Ben, si vos pieds tournent et que vos hanches tournent, en conséquence, vous allez avoir besoin que ça bouge bien. Et pour ça, ben, ça, c'est un bon échauffement. Là, j'ai mis le 1 inch squat. Ça peut être, là, j'ai mis 1 pouce, mais ça pourrait être le 4 inches squat. Là. Le but, c'est d'activer les muscles au niveau du bas du dos. Le principe est le suivant. Vous avez le choix de la hauteur du ballon, dépendant de votre capacité. Vous descendez jusqu'à temps que vous touchiez le ballon. Ensuite, vous remontez 1 pouce au-dessus du ballon. Vous tenez la position en activant les muscles du bas du dos. Je veux vraiment que vous sentiez là, que vos fesses essayent de squeezer, que votre bas du dos, il y a quelque chose qui s'active. Et là, au lieu de remonter, vous restez en bas, puis vous descendez jusqu'au ballon. Puis une fois que vous êtes rendu sur le ballon, vous tenez la position 3-4 secondes, vous réactivez les muscles avant même de relever, puis vous faites ça
en alternance 5 à 10 fois. Push-up avec les scaps en isométrie. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En gros, le but, c'est pas de faire un push-up. Fait que mes coudes dans l'histoire sont pas supposés plier. Tout ce que j'ai à faire, c'est de pousser avec mes épaules pour éloigner mon... Imaginez que vous voulez éloigner votre sternum du sol. Fait que je pousse le plus loin possible. Je tiens la position, mais pour m'aider, je vais aussi rentrer mes abdos. Puis là, je dis pas de rentrer le ventre, mais vous allez pousser vos abdos vers le ciel. Puis vous allez essayer de tenir cette position-là 5 à 10 secondes. N'oubliez pas de respirer. Normalement, si je vous le dis pas, vous allez l'oublier. 5 à 10 répétitions de 5 à 10 secondes. Scapula pull maintenant. Un pull, mais dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais... La position initiale, j'ai les épaules dans les oreilles. On le voit avec la ligne rouge. Là, c'est quoi mon but? C'est de faire comme à l'image 2. Je vais tirer de façon à abaisser mes épaules. Donc, je tire, forcément, ça va vers le haut pour mes mains. J'essaie de comme tirer comme si je voulais me relever. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que mes épaules vont baisser. J'essaie de ramener mes omoplates vers, comme les tourner, si on veut, vers la colonne. Je tiens la position 5 à 10 secondes. Je répète 5 à 10 fois. Si c'est trop difficile, et c'est fort probable, c'est quand même, ça demande, au début, ça demande juste de catcher. Ça va demander quand même un peu de force puis de senti, si on veut. Ce que vous pouvez faire, vous mettez vos pieds en appui sur... Ben là, comme sur l'exemple, ce serait sur les genres de poignets en bas, là. Mais vous pouvez mettre vos pieds au sol pour diminuer le poids. Vous faites la même affaire, puis vous laissez basculer votre poids vers l'avant. Si c'est vraiment trop compliqué même de comprendre ça, et ça va arriver, il y en a que leur trapèze inférieur, entre autres, dort au gaz, vous ne saurez pas du tout quoi faire. Puis leur grand dorsal aussi, là, qui va aider. Ce que vous pouvez faire à la place, vous commencez par l'image 2. C'est-à-dire que je garde mes pieds au sol, j'abaisse mes épaules avant même d'avoir forcé, puis j'essaie de tenir la position. Fait qu'en aucun temps, je vais être dans la position 1. Le but, c'est juste d'être déjà dans la bonne position, puis de maintenir cette position-là. Fait que ça, c'est pour ceux qui ont la misère à comprendre quel muscle doit forcer. Faites-le comme ça. Après ça, vous allez sentir comment il doit forcer, puis après ça, vous allez éventuellement catcher c'est quoi que vous devez faire en tant que tel. Ça, c'est maintenant vu de côté, c'est la même affaire. C'est qu'en réalité, je tire dans le premier mouvement comme je vous avais montré, mais je vais pencher un petit peu vers l'avant. Puis là, je force comme si le but était de garder les épaules en place tout en abaissant la barre. Fait que c'est comme si je voulais baisser la barre, mais que je garde mes épaules là. Fait que ça va pencher un peu vers l'avant, mon grand dorsal s'active, mes épaules restent bien basses. Je tiens 5 à 10 secondes, je le fais 5 à 10 fois. Si c'est trop dur, je mets mes pieds en appui sur quelque chose, puis je me laisse pencher vers l'avant, puis je fais un aller-retour comme ça. Ben, pas un aller-retour, mais je fais des allers-retours. Maintenant, des dips à partir de l'épaule. Le principe est le suivant. Je pousse vers le bas. Je maintiens la position 5 à 10 secondes. J'essaie de me faire grand, grand, grand avec ma tête. Je tiens la position 5 à 10 secondes. Je le fais 5 à 10 fois. Si c'est trop difficile, j'utilise un support pour mes pieds. Le même principe. Je commence par la position finale qu'on voit ici, dans le fond, là, parce que j'ai les épaules basses. Puis j'essaie de juste tenir cette position-là. Puis quand je suis fatigué, je me laisse redescendre, tout simplement. Puis après ça, je recommence. Fait que vous n'avez pas besoin de nécessairement monter, descendre. Faites juste commencer dans la bonne position. Puis essayez de toffer la run 5 à 10 secondes. Puis après ça, vous réévaluerez. Si vous vous sentez apte à faire les deux mouvements, lâchez-vous lousse. Le but, c'est vraiment d'apprendre initialement le mouvement. Puis une fois que vous l'avez, ça va être de renforcer ces muscles-là. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez un peu les mouvements, mais le principe, c'est que ça vient reproduire les mouvements où est-ce que vous poussez fort sur un client, puis que vos épaules veulent reculer, puis là, vous les empêchez de reculer ou de remonter. C'est ceux qui ne comprennent pas très bien, qui aimeraient mieux voir une vidéo. Essayez les 3 premiers exercices de ce site YouTube-là. Ça va très bien, ils sont quand même bien illustrés. Vous n'avez pas besoin de faire les 7 autres, là, mais ceux-là vont très bien. Ils n'ont pas mis exactement les mêmes noms, là, mais ça revient au même, c'est la même affaire. Donc, petit rappel, si c'est pour un apprentissage, vous le faites le plus souvent possible à chaque jour. Si c'est pour un renforcement, 5 à 10 fois, 5 à 10 secondes. Pour ce qui est des extenseurs, bien simple, vous pouvez acheter des élastiques ou en fait trouver des élastiques dans votre maison. Tout le monde a ça, des élastiques. Personne n'en achète vraiment dans le fond, là. Moi, je vous encourage à les mettre dans votre auto. Moi, c'est ça que je fais. Je les mets dans mon char, puis quand j'ai une lumière rouge, je prends mon élastique, j'essaie d'ouvrir grand ma main, puis je tiens la position 5, 10, 15, 20, 30 secondes, le temps de la lumière, peu importe. Puis à force d'en faire, ben, mes extenseurs travaillent un peu. Puis ça vient, je m'assure de les garder actifs, du moins empêcher qu'ils soient inhibés tôt ou tard par des fléchisseurs qui seraient comme juste trop forts. Parce que n'oubliez pas qu'on fait juste des fléchisseurs dans la vie.
En tant que masso, là, on est tout le temps en train de forcer en serrant le poing, ce qui travaille les fléchisseurs et non pas les extenseurs. Alors, pour éviter qu'il y ait un déséquilibre trop grand qui se crée, on peut travailler les extenseurs. L'autre façon que moi j'aime bien, et c'est le Rise Bucket Challenge, défi 30 jours, 5 minutes par jour, c'est simple, vous vous couchez sur votre table, vous avez acheté un seau et à peu près 10 kg de riz préalablement, vous plongez votre main dans le riz et vous faites les mouvements que vous voulez, éventuellement favoriser les mouvements qui vont solliciter davantage les extenseurs, mais là, n'importe quel mouvement que vous pouvez imaginer est correct. Là. Le but, c'est de bouger contre une résistance. C'est à ça que le riz sert. Si vous le faites dans le sable, vous allez trouver ça difficile. Si vous êtes très fort, allez-y avec le sable, mais le riz, normalement, il offre un bon compromis. Puis c'est ça, 5 minutes par jour par main. Puis déjà là, ça devrait vous aider pas mal. Pour ce qui est des problèmes de tunnel carpien, bon, première des choses, moi je vérifierais au niveau du cou. Ça se peut que ça soit ça. Sinon, parce que si vous avez toujours les épaules relevées, votre cou peut comme ça peut créer des inconforts dans le cou. Vous pouvez devenir un peu plus prime, entre guillemets, au niveau du système nerveux. Ça peut faire un pincement quelconque, puis vous allez le sentir dans les poignets, et vous allez jurer que c'est vos poignets, puis finalement, c'était votre cou. Donc, je regarderai là, à ce moment-là. Exemple, si je prends un sac magique, je me le mets dans le cou, puis là, je vais masser après, puis que j'ai pas mal au poignet, ben, ça peut me donner un bon indice, par exemple. Aide extérieure, je sais pas c'est quoi le nom pour vrai en français, ça doit être une attelle de poignet. Peu importe, voici, vous pouvez le voir avec l'image, c'est une aide extérieure, il y en a qui dorment avec ça, ça leur permet de ne pas dormir les poings fermés, parce que vous avez toute la journée, vous êtes en train de forcer des extenseurs, et la nuit, vous êtes aussi les poings fermés. Fait que ça peut vous aider à ce niveau-là. Autre suggestion, c'est au niveau des pieds, je vous encourage à masser soit nu-pied ou soit en bas. La raison, j'ai pas de preuve hors de tout doute, mais c'est juste, étant donné qu'on a tellement de terminaisons nerveuses dans les pieds, c'est permis de penser que c'est beaucoup d'informations qu'on perd quand on se met à porter des mitaines / des souliers dans nos pieds. C'est pour ça que j'ai mis un chirurgien avec des mitaines. Est-ce que vous le laisseriez vous opérer avec des mitaines? Je ne pense pas. Et c'est pour cette raison que je vous invite fortement à travailler nu-pied si votre job vous le permet. C'est sûr que si vous travaillez dans un spa, peut-être qu'ils ne vous permettront pas. Mais pour ceux qui ont la chance, essayez-le. Essayez de voir si ça ne crée pas des changements à moyen et long terme. Puis ben c'est ça, en bas c'est un bon compromis. C'est sûr que c'est encore un peu dans des mitaines, mais on est plus connecté avec le sol. Alors si ça cause un quelconque bénéfice, vous allez probablement les ressentir même si vous avez des bas. Alors que des souliers, on le sait, on perd quand même beaucoup de sensations. Je ne sais pas à quel point ça cause un impact, mais c'est juste si vous avez quelque chose à essayer, je l'essayerai, ça coûte rien. Faites juste travailler nu-pied, puis si ça peut favoriser une meilleure posture d'une quelconque façon, ben tant mieux. Pour ce qui est des questions, là il me reste un genre de 3 minutes. Je vous le mets rapido, mais de toute façon, il est en format écrit dans le document. Alors, voici la liste des questions. Exercice d'échauffement avant le traitement. Très simple. Vous faites les mêmes exercices que je viens de vous montrer comme échauffement. Vous pouvez choisir, vous pouvez piger dans le tas. La seule affaire que je rajouterais, c'est que vous pouvez faire vous pouvez avoir une balle de stress, là. Une balle anti-stress que vous squeezez. Vous pouvez les squeezer rapidement là, pour réveiller vos mains en début de journée. Ça peut être une bonne idée. Sinon, des douleurs au poignet. L'autre question, c'était douleurs au poignet en faisant une talonnade. Bon, si une talonnade est ce que je pense, là, parce que je n'étais pas sûr quand elle m'avait posé la question, je me souviens plus de son nom par contre, là, mais si c'est ce que je pense, il s'agit d'avancer avec nos paumes. Si vous avez des douleurs à ce niveau-là, ce que vous pouvez faire éventuellement, ce serait de travailler dans d'autres positions, travailler un peu plus avec les avant-bras, incorporer plus d'outils dans vos routines. Ça peut déjà être une bonne idée. Si c'est une douleur au niveau de la bosse du côté du petit doigt, dans le fond, ça correspond à l'attache du pisiforme. Et là, il n'y a que vous pour savoir, mais si vous travaillez avec des mouvements où est-ce que votre main avance de côté avec le petit doigt qui se présente en premier ou en diagonale dans la même lignée, là, étant donné que votre muscle ne travaille pas dans le bon angle, puis que dans le fond, vous n'êtes pas la main tout droit vers la direction, ce que ça peut causer, ça va être des douleurs au niveau du fléchisseur ulnaire du carpe qui lui s'attache sur le pisiforme. Alors, je ne sais pas de quelle douleur du poignet vous parliez, mais si c'est des douleurs sur la bosse du côté du petit doigt, à ce moment-là, ça peut être à cause des techniques utilisées qui utiliseraient un petit peu trop, qui viendraient comme tanner, si on veut, le fléchisseur ulnaire du carpe.
Pour ce qui est des douleurs au pouce, même affaire, on utilise des outils, ça peut être une très bonne idée. Comme on l'a vu dans le document, de toute façon, on travaille avec les pouces plus rapprochés, on peut les épauler avec notre autre main, on peut travailler un peu plus avec les avant-bras. Un peu tout ça, normalement, devrait vous aider. Pour ce qui est des exercices mains-poignets, on les a vus, donc la question est auto-répondue. Qu'est-ce qu'on fait lorsque la table est large et de petite taille? J'en ai parlé vaguement tantôt, mais ça peut être une bonne idée de travailler avec les coudes, étant donné que je viens de m'enlever une longueur d'avant-bras, ça me permet de ne pas avoir à surélever mes épaules pour pousser sur le client. Sinon, on peut utiliser des outils, une très bonne idée, les bambous, ça fait pas pire la job. Travailler avec des balles, ça peut aider aussi. Ça permet de peser fort sans avoir à sursolliciter. Ça ne veut pas dire que la posture va être parfaite, mais on l'a vu au début du webinaire. Si vous avez, dans le fond, moins vous avez à forcer, moins la posture est importante. Puis ça s'applique ici. Donc, si je suis de petite taille et que j'utilise des outils qui font en sorte que j'applique moins de force pour un même senti au niveau du client, ma posture devient moins importante. Fait que ça devient moins pertinent de dire ouais, mais là j'ai quand même les mains relevées par rapport les mains, dans le fond, j'ai les mains à 90 degrés, dans le fond, à la hauteur des épaules. Même si c'était le cas, ça serait beaucoup moins grave que si j'avais les mains à la hauteur des épaules puis que je devais forcer en innocent avec mes pouces. Vous comprenez le principe? Alors, si j'utilise des outils, je me facilite la tâche, j'ai moins à forcer, parce que je force moins, ma posture importe moins, parce que étant donné que ça importe moins, dans le fond, je vais être moins prédisposé aux blessures, du moins. Fait que ce serait ça que je pourrais vous suggérer là, de base. Ce serait vraiment de varier votre pratique avec différents objets, notamment. Aussi, travailler avec à demi-dos, comme on appelle. C'est sûr que si je mesure 5 pieds, je vais avoir peut-être la difficulté à faire l'espèce de grand mouvement de brasse où est-ce qu'on est comme derrière la tête du client, au-dessus de sa tête si on veut, puis que je viens plonger en avant avec mes mains jusqu'à ses fesses, puis je reviens. C'est peut-être à éviter si je suis de petite taille, donc je travaillerai un petit peu plus à demi-dos, c'est-à-dire de chaque côté de la table à chaque fois. Pour ce qui est du défi 30 minutes, la question était, ouais, c'est un peu difficile pour le dos, votre défi 30 minutes. En fait, c'est ça, c'est qu'il s'agit d'un défi de 10 minutes et non pas 30 minutes, c'est un défi de 30 jours pendant 10 minutes. Et c'est pas 30 minutes d'un coup, c'est vraiment juste additionner. Ce qui fait que ça devrait pas être normalement ça devrait pas être très difficile. Est-ce que je peux m'adosser pour le défi? Idéalement, non. Le but, c'est pas ça. Par contre, on peut utiliser un poids comme ballant, puis ça va faire la job. Tout simplement. Le but, c'est vraiment de créer de la stabilité. Alors, s'adosser, ça va à l'encontre de ça. Je peux pas accepter ça. De s'adosser. Comment dire? Ça serait mieux que rien, mais j'aimerais vraiment mieux que personne ne s'adosse pour ce défi-là. Dernière question. Est-ce que le ballon suisse est-ce qu'on peut utiliser un ballon suisse pour faire un massage cervical? La réponse est oui, et c'est fortement encouragé. La seule chose qui est pas bonne avec un ballon suisse, ça serait d'utiliser 8 heures de suite. Si c'est juste à grands coups de 15 minutes, il n'y a pas de problème. C'est fortement encouragé. C'est une bonne idée. Moi, personnellement, c'est ça que j'utilise un ballon quand je travaille. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir une chaise qui est relativement discrète. Elle fait pas plein de bruit. J'ai pas à la soulever ou quoi que ce soit là pour exemple si j'ai un espace restreint, j'ai pas à promener ma table autour, j'ai pas à traîner ma chaise autour de la table et que ça fasse des beding-bedang. Mon ballon peut aller n'importe où, il fait pas de bruit, c'est léger, ça se transporte bien, tout va bien. Puis en plus, ça donne le bon exemple. Pour ceux qui se demandaient, dans le fond, qui voulaient avoir les références, là, voici les références, notamment le site du Muscle and Motion. Je leur ai demandé la permission pour les images. Ils m'ont dit oui, et à condition que tu leur donnes le code du coupon s'ils veulent s'abonner à leur rabais de 20% à l'achat d'un abonnement avec le code NEW20. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à télécharger le document si vous avez des questions ou si vous devez revisionner quoi que ce soit. Merci et bonne fin de journée.